Paris, le président gabonais Brice Oligui Nguema a démarré une visite il y a de cela 2 jours. Ceci dans le cadre d'une visite de travail, d'amitié. Sur le plan économique, il discutera avec son homologue Emmanuel Macron. Sur le plan sécuritaire, certainement, le rendez-vous ne sera pas manqué. Mais sur la question mémorielle également, ceux-ci comptent discuter. Mais que vaut réellement cette visite gabonaise à Paris? Quels sont les enjeux guides de la relation sécuritaire entre le Gabon et la France, sachant que ceux-ci sont de vieux amis? Eh bien, on en parle avec notre invité, Dr Dalvaris Ngoudjou, qui est sur ce plateau de For You Africa, déployé au SINAC, le Salon international de l'audiovisuel au Cameroun. Merci d'être là. Bienvenue, Dr Ngoudjou. Bonjour, Madame Begoudé. Et je vous félicite particulièrement, vous, au For You Media, qui avez pris toutes les dispositions qui s'imposent pour pouvoir être au SINAC. Vous savez, c'est extrêmement rare. C'est déjà en début que Madame Bodion ait pris l'initiative, cette initiative qui est louable, qui est en souligné. Car vous savez, les grandes difficultés que nous avons dans le monde ou le secteur médiatique sur le continent africain, en général et au Cameroun en particulier, c'est que les acteurs du secteur généralement ne se mettent pas en symbiose. Dans certains cas, on a même comme impression qu'ils se combattent. Donc c'est une initiative qui est louable, c'est une initiative qui a félicité et vous êtes encore à féliciter, vous, For You Media, qui avez pris les dispositions pour pouvoir être là, non seulement pour jouer votre rôle de pédagogue, de conscientisation pour les peuples africains, mais au-delà pour soutenir le secteur médiatique africain. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'être là. Eh bien, on va démarrer les échanges juste après cette transition. For You Media Africa vous remercie pour votre fidélité. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléauditeurs sur la 96.3 FM. Vous pouvez nous écouter à travers nos plateformes internet For You Media Africa. Vous pouvez nous suivre sur For You Africa Télévision également. Docteur Ngoudjou, ensemble, nous discutons de l'actualité. On sait que le 28 mai dernier, Brice Oligui Nguema a donc entamé une visite à Paris. Celle-ci s'achève d'ailleurs dans quelques jours. Celui-ci rencontrera le président Emmanuel Macron ce vendredi 31 mai. Ensemble, ils discuteront de plusieurs questions d'actualité et d'échanges bilatéraux évidemment entre les deux pays. Mais la question principale peut-être dès le départ serait: est-ce une visite pour confirmer le soutien français au président Brice Oligui Nguema, arrivé au pouvoir le 30 août 2023? Pour ma part, je pense que le général Nguema est en train de vouloir participer à se rendre plus propre, à devenir monsieur propre. Vous avez remarqué que depuis un certain temps, de plus en plus, quand il va à l'étranger, ça c'est pour la forme, il laisse la tenue militaire dans son placard. Il met le costume, donc il est en train de se polisser déjà. Maintenant, au-delà de tout, moi je pense qu'il est en train de partir confirmer le rôle important que le Gabon a toujours joué au sein de la France-Afrique, parce que n'oublions pas que dans les décennies passées, les principaux soutiens de la France-Afrique, d'abord en Afrique de l'Ouest, c'était la Côte d'Ivoire du président Houphouët et ensuite le Senghor, mais par la suite en Afrique centrale, le grand soutien de la France-Afrique a toujours été Bongo Père, et ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Et n'oublions pas, nous savons bien que le général Nguema a toujours été non loin de Bongo Père, ensuite de Bongo Fils, bref, toujours proche de la famille des Bongo. Maintenant, pour la suite, je crois que, comme on dit chez nous, un arbre ne peut produire, un manguier ne peut produire que des mangues. Un goyavier ne peut produire que des goyaves. Dès le lendemain du coup d'État déjà, on a vu un certain nombre de réactions. Quand on a fait un certain nombre de coups d'État et qu'on voit quelques jours après le président ou le général Nguema en train de bras dessus, dessous avec l'ambassadeur de France, on se pose des questions. Mais au-delà, quelque chose qui est passé inaperçu.
lors de ce coup d'État, c'est que quand il rencontrait l'ambassadeur de France, il échangeait aussi. Pendant sa rencontre, il y avait aussi le chef de poste de la DGRE française. La DGRE, c'est le renseignement extérieur français qui était là pendant la conversation. Donc on a tout comme impression que, en fait, c'était une révolution de palais, donc ça avait été organisé par la France et pour la France. Pour ma part, je pense que le président Nguema va à Paris rendre compte de ce qu'il a déjà fait, des missions qui lui avaient été confiées, de demander encore un certain nombre de soutien. Pour cela, moi, ce qui m'a un peu embêté, nous devons respecter le peuple gabonais, mais ce sont les sorties du président Nguema. Vous savez, il a fait une sortie qui, pour moi, ça m'a vraiment surpris. Il a dit, le Gabon, c'est le Gabon. Je vais paraphraser pour ne pas citer. Il dit, ce que nous avons fait au Gabon n'est pas une sorte, il a dit quoi, de soi-disant révolutionnaire panafricaniste. Oui. En d'autres termes, quand il parle de néo-révolutionnaire panafricaniste, il parle de qui? Il parle probablement des responsables du Niger, du Burkina ou du Mali. Une façon de dire qu'il n'est pas dans le même lot que les autres. Exact. Oui. Pire, c'est pas de dire qu'on n'est pas dans le même lot. Regardons par exemple en Guinée. Il y a eu un coup d'État là-bas, mais on voit le comportement de Doumbouya. Il n'est pas avec vous, mais forcément, il n'a pas besoin d'être contre vous. Il gère son pays comme il peut, mais quand quelqu'un taxe de révolutionnaire panafricaniste, de salon, etc., on a comme impression qu'il est en train de jouer pratiquement le rôle de Paris. Parce que n'oublions pas que toutes les dispositions qui ont été prises à Paris et même en Europe, c'est de discuter ou alors c'est de neutraliser le panafricanisme que certains estiment être un danger pour l'hégémonie occidentale sur le continent africain. Donc, dans un contexte comme celui-là, on ne peut pas être surpris. Pour ma part, qu'il puisse aller à Paris, solliciter un certain nombre de soutien, mais surtout rendre compte de ce qu'il a fait des missions qui lui avaient été confiées. Merci Dr Ngudju pour ce premier jet sur la question. On rappelle quand même que sur le plan économique au Gabon, il y a plusieurs entreprises françaises. Le Gabon bénéficie de plusieurs investissements venant de la France, comme plusieurs pays africains d'ailleurs. Pensez-vous également qu'il s'agit lors de cette visite de renforcer sur le plan économique ces investissements, ces partenariats avec Paris ? Oui, je pense renforcer et encore plus ancrer. Parce que n'oublions pas, rappelez-vous bien, il y a de cela quelques temps, Madame Begoudé, quand Ali Ben prend le pouvoir, une des grandes décisions qu'Ali Ben avait prises, c'est qu'il avait fait un redressement fiscal contre Total. C'était de 1000 milliards de francs CFA. Parce que vous savez, beaucoup d'entreprises, beaucoup de multinationales occidentales qui sont installées sur le continent africain ne payent pas les impôts en Afrique, soit disant qu'ils payent directement les impôts dans leur pays. Ça veut dire qu'ils participent juste à pomper des richesses sur le continent africain, mais ne pas payer les impôts. Et quand le président Ali Ben a pris le pouvoir, il a fait un redressement fiscal. Il était question que Total paye 1000 milliards de francs CFA. Ça fait qu'en réalité, un certain nombre d'entreprises françaises sont senties en difficulté. N'oublions pas qu'au Cameroun, par exemple, on fait beaucoup allusion à l'imposition. Dans la loi de finances, l'année dernière déjà, et cette année aussi, il est clairement donné instruction aux fonctionnaires camerounais de ne plus importer de l'étranger les meubles de bureau. Pourquoi? Parce que l'État espère qu'on peut faire une transformation du bois local. Ben, en fait, l'un des premiers à avoir cette initiative, c'était le président Ali Ben, parce que non seulement il avait interdit l'exportation du bois agricole. C'est d'abord les Gabonais qui font ça. Et en plus, il a pris la disposition pour que l'on puisse créer un grand parc, une grande zone industrielle pour la transformation du bois au Gabon. Ce qui a participé à créer des milliers d'emplois qui fonctionnent encore aujourd'hui, même s'il y a quelques difficultés. Or, vous avez bien fait de souligner que les Français ont beaucoup d'entreprises au Gabon, en général, mais dans le secteur du bois en particulier, dont les Français exploitent beaucoup de bois au Gabon. Et cette décision qui avait été prise par les autorités, notamment le président Ali Ben, non pas beaucoup plus haut aux Français. Parce que n'oublions pas que la France est le premier pays exportateur de bois tropicaux en Europe. C'est curieux. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un qui ne lève pas le poulet, mais il est le premier vendeur de poulet dans la ville. Vous plantez le poulet. En réalité, c'est parce que la France exploite les forêts
en Afrique et notamment au Gabon, parce que le Gabon est pratiquement au cœur de la forêt dense africaine, la forêt équatoriale. Donc je veux dire, quand je prends l'exemple de Total ou je prends l'exemple du secteur du bois, c'est pour dire que les décisions qui avaient été prises par les dirigeants précédents, notamment le président Ali Ben, n'allaient pas dans le sens des intérêts de la France. Ça, mais maintenant pour sortir, n'oublions pas que, vous vous rappelez, quand on fait le coup d'État contre Ali Ben, rappelez-vous, lui dans son bureau, les premières phrases qu'il dit c'est quoi? Make noise. Make noise. Pour quelqu'un qui a fréquenté dans un secteur ou alors dans un système purement francophone, mais qui choisit de s'exprimer plutôt en anglais, en réalité c'est parce que depuis un certain nombre de temps déjà, le président Ali Ben avait fait un virement total vers le Commonwealth. Vous vous rappelez bien qu'on lui fait un coup d'État quand ça fait pas longtemps que le Gabon est membre du Commonwealth, ce qui n'a pas beaucoup plu aux autorités françaises. Je veux dire, ça, ce sont quelques aspects pour montrer qu'il y avait un certain virement quand même qui n'allait pas dans le sens des intérêts de la France. Maintenant, il y a eu le coup d'État et le général Oligui, à mon avis, va confirmer pour dire en fait toutes les décisions qui avaient été prises, qui n'étaient pas dans le sens de vos intérêts. Nous sommes en train de rentrer dans le rang et il vient confirmer cela. Et maintenant, justement, vous savez, dans le secteur parallèle, il y a des signes. Et pour confirmer cela, ouais, directement avant qu'il ne commence sa visite à Paris, il va dans les médias où il appelle d'autres coups d'État, d'empiler aussi les généraux et les militaires comme tous les autres, mais de dire qu'il est différent parce que d'autres sont des pseudo-panafricanistes révolutionnaires. Il m'a d'insulter leur pouvoir, mais quand même, mais pour confirmer du côté de Paris qu'en fait, je suis avec vous et je suis contre eux, contre cela. Donc, juste pour dire que oui, il va rendre compte, mais surtout, il urgeait, comme vous avez fait allusion aux entreprises, il urgeait pour la France de se réfixer et de trouver une personne qui peut continuer à défendre les intérêts sur le continent africain, notamment en Afrique centrale. Si on vous comprend bien, docteur Dalvaris Ngudjou, cette visite gabonaise à Paris, elle sert à solidariser encore plus la relation entre Paris et Libreville à un moment où il y a un nouveau gouvernement qui, depuis Paris, n'est pas appelé gouvernement de putschistes, n'est pas appelé gouvernement issu d'un coup d'État. On se souvient comment Paris et Washington ont justifié l'arrivée du président Oligui Nguema à la tête du pouvoir à Libreville en rappelant que le pays traversait une crise. Alors il a fallu que le président Oligui Nguema prenne le pouvoir et cela se comprend, les rapports continuent, les partenariats ne se sont jamais effrités entre les États-Unis et le Gabon, encore entre Paris et le Gabon. Cette visite, si elle a pour but de consolider la relation entre les deux, alors qu'en est-il des bases militaires sur le territoire gabonais? Justement, vous savez, que ce soit les États-Unis ou que ce soit la France, c'est vrai que le Gabon traversait une crise. Mais quand on traverse une crise, on ne fait pas un coup d'État le jour où on prononce les résultats des élections. Puisque vous dites bien que ce n'est pas Ali qui a gagné les élections. Il a volé les élections. Bien sûr que ce n'est pas lui qui a gagné, mais quand même ce n'est pas Oligui qui a gagné aussi, puisqu'il n'était même pas candidat. Si ce n'est pas Ali qui a gagné, qui a donc gagné les élections? Puisque ça permettait de résoudre la crise, en réalité. Alors si Ali perd, ok. Le véritable gagnant des élections, juste cela. Ça veut dire si on pense être des soi-disant démocrates de par le monde entier et qu'on fait des leçons à tout le monde, s'il y avait même déjà un mandat entamé d'Ali, avant qu'on faisait un coup d'État contre lui, c'est autre chose. Mais on le fait le jour où on programme les élections, les résultats des élections. Mais laissez donc celui qui a, même quand tu fais le coup d'État, il faut alors mettre au pouvoir celui qui a effectivement gagné les élections. Si vous pensez à les démocrates. Moi je pense pour ma part que les Américains, ou alors l'OTAN, notamment pas les Américains et pas les Français, voulaient implémenter de manière sérieuse ou alors ancrer de manière sérieuse leurs griffes. Parce que n'oublions pas que à côté du Gabon, non, la Guinée équatoriale, le pouvoir qui est là n'est pas en train de s'intégrer beaucoup avec la France-Afrique, avec l'OTAN. N'oublions pas qu'il y a des accords qui ont été signés entre le président Oligui Nguema avec la Fédération de Russie qui donne la possibilité aux navires russes d'amarrer au port de Malabo, qui sont des navires militaires pour l'approvisionnement et tout le reste. Il y a des essais militaires qui avaient été organisés. Ce qui fait que dans la zone quand même, qui est une zone extrêmement stratégique, les forces occidentales, notamment l'OTAN, pourraient se sentir un peu en difficulté. De l'autre côté du Gabon, notamment au niveau de la RCA, il y a une présence accrue de la Fédération de Russie avec les coopérants militaires, avec les éléments de Wagner qui participent à former l'armée centrafricaine. Or, c'est assez stratégique, d'autant plus que l'une des rares bases
fonctionnel dans la zone, c'était la base française. Et de plus en plus, peut-être on va arriver sur cet aspect tout à l'heure, de plus en plus sur le continent africain, il y a des manifestations pour demander le départ de ces troupes-là. Je veux dire, dans un contexte comme celui-ci, c'est là pour justifier que les Américains estiment qu'il y avait une crise et qu'il fallait faire un coup d'État. Pour faire quoi donc? Pour mettre l'ordre? Est-ce qu'aujourd'hui le Gabonais vit beaucoup mieux qu'il y a de cela 1 an ou 2 ans? J'en doute beaucoup. Accorder un bénéfice du doute à Brice Oligui Nguema. C'est vrai, docteur Dalvaris Boudiou, vous faites partie de ceux qui ont, dès la prise de pouvoir de Brice Oligui Nguema, pensé qu'il s'agissait d'un coup d'État de palais et donc qu'il manquait de ce fait de puissance ou alors de velléité panafricaniste. Et d'ailleurs, vous rappeliez ces propos tout à l'heure, mais on se souvient également de ces propos de Brice Oligui Nguema il y a de cela quelques semaines, en parlant avec le dialogue qui a eu lieu au Gabon, où il avait promis de répondre aux préoccupations de ce dialogue-là. Et dans les conclusions du dialogue inclusif du côté du Gabon, il y avait la remise en question de ces bases militaires françaises. Il y avait également ce détachement du colon français. Pensez-vous qu'au sortir de cette visite, Brice Clotaire Oligui Nguema aura plutôt bien fait de mettre ce dossier sous la table? Premièrement, Madame Begoudé, on dit toujours que l'on juge le maçon au pied du mur. Et nous sommes tous des humains, on peut se tromper. Et moi, je préfère encore me tromper. Je préfère encore me tromper sur le cas du général gabonais, disant que peut-être que je doutais de lui, mais il avait une idée, il avait un idéal, il avait des idéaux pour le Gabon. Là, au moins, je me serais trompé, le Gabon aurait tiré profit. Mais les faits sont en train de nous raison. Parce que premier, il y a des signes. Vous savez, au lendemain du coup d'État, ça se fait pratiquement. Vous trouvez ça jamais dans un pays sérieux. Au lendemain du coup d'État, un gars qui a travaillé, un gars, il est général de brigade. Il a travaillé, il s'occupe de la garde républicaine. Le même jour du coup d'État, on le voit dans la rue, il est en train d'être porté par les troupes. Ça n'existe pas. Puisque rien n'est contrôlé. À moins que vous soyez sûr que tout autour de vous, savez, ceux qui vous ont mis au pouvoir sont en train de tout contrôler. À tout moment, une balle peut partir. On dirait que le général Brice Oligui Nguema, avec dont tout préparé, avait un soutien suffisamment fort. Dans la rue, et les gars même qui sont autour de lui sont ensemble. Il n'y a pas de sécurité rapprochée, il n'y a pas de cercle, il n'y a rien, pas de protection, rien. Mais à moins qu'il soit sûr de quelque chose, ça ne se fait pas le lendemain d'un coup d'État. C'est-à-dire que vous êtes en ordre de sainteté avec, vous n'êtes pas sûr, vous ne savez pas qui est qui, etc. À moins que tout était préparé. Donc je vais dire, quand on a vu cela, moi je me disais, j'avais déjà des doutes, mais maintenant, même par là, comme on dit chez nous, même le serpent se renverse. Donc espérons que jusqu'à présent, il puisse changer. Mais cela me surprendra beaucoup. Cela me surprendra beaucoup. Il m'est arrivé quelquefois d'aller au Gabon et moi j'étais toujours frappé par le fait que beaucoup de Gabonais s'estimaient être pratiquement des Français. Et à beaucoup de niveaux, ils ne supportaient pas. Pour certains, même, vous savez, même au seuil des indépendances, quand on donne l'indépendance aux autorités gabonaises, ils refusent. Vous savez, ils disent non, ils voulaient toujours rester dans l'Alliance française. Dans l'Alliance française, c'est pratiquement avec la force. Quand vous atterrissez à Libreville, même les échanges appartiennent aux Français. Donc, vous dites que dans la mentalité de la plupart des Gabonais, je ne vais pas dire tous, beaucoup se trouvent français. Et pour eux, c'est même plutôt un honneur. Hein. C'est même plutôt un honneur, c'est quoi? C'est même quand on voit un peu les Gabonais, d'ailleurs, mais à l'époque, je me rappelle, c'était très rare de voir les Gabonais. Ils partaient à Paris très facilement, mais ils revenaient toujours chez eux. Parce qu'ils se sentaient français, etc., etc. Je me rappelle, une des premières fois, j'étais avec un de vos collègues, Hubert Itondi, pour ne pas le citer. Et quand on arrive, ça fait beaucoup d'années, là, on nous sert des pizzas. Et les pizzas, ça venait d'Italie. Pour eux, c'est un honneur que de prendre des pizzas qui viennent d'Italie. Alors qu'on les paye avec des devises, etc., etc. Ça, ce n'est qu'un petit cas. Vous allez à un buffet, la plupart des mecs qui sont là sont plus ou moins venus de l'étranger. Pour eux, c'est comme ça, c'est les Français. Donc, quand on a ce type de mentalité, ça devient extrêmement difficile de pouvoir penser autrement. Mais pour ma part, Oligui Nguema a toujours le temps de pouvoir changer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, beaucoup de gars qui sont arrivés au pouvoir, vous savez comment Poutine arrive au pouvoir? Quand Poutine arrive au pouvoir, en réalité, c'était l'homme qui devait être mis en place pour être détruit par
pour être contrôlé par les oligarques. On voulait quelqu'un de fort, mais quelqu'un devait être contrôlé par les oligarques. C'est pourquoi quand il arrive au pouvoir, quand il est le Premier ministre, il travaille les intérêts des oligarques, tout est OK là. Mais quand les gars des oligarques ont commencé à mettre le nez dans la politique, c'est là qu'il a commencé à reculer ces gars, il commençait à positionner les anciens avec qui il a travaillé au KGB, que ce soit à Saint-Pétersbourg, que ce soit à Moscou, à Leningrad, etc., etc. Donc vous dites quoi? Que parfois les gens peuvent m'arriver au pouvoir, mais avec le temps, ils peuvent changer. Avec le temps, ils peuvent changer. Pour cela, on a vu beaucoup de cas. Je prends un autre exemple. Ou alors un contre-exemple. Vous vous rappelez quand Obama arrive au pouvoir aux États-Unis, c'était l'espoir. C'était l'espoir du monde entier. C'était l'espoir du noir qui arrive à la Maison-Blanche. C'était l'espoir pour le continent africain. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas récolté? Vous savez, les grands cataclysmes géopolitiques que l'on a traversés sur le continent africain ces 10 dernières années, c'était sous les Obama. C'était sous les Obama. C'est Obama qui donne son autorisation pour qu'on bombarde Kadhafi. C'est eux qui votent ça. Quand les Chinois et les Russes ne mettent pas, ils s'abstiennent quand on vote au Conseil de sécurité, ils ne votent pas contre, mais ils acceptent sur une no-fly zone qu'on devrait faire à Benghazi. Mais au-delà de la no-fly zone, Obama donne l'autorisation pour qu'on parte tuer Kadhafi, etc., etc. N'oublions pas que c'est sous les Obama. C'est sous les Obama qu'on part dans la chambre de Barbeau, dans son bunker, le retirer. La Côte d'Ivoire n'ayant pas ratifié le traité de Rome, etc., etc. Alors qu'Obama, c'était le porteur de beaucoup d'espoir sur le continent africain, etc., etc. N'oublions pas que c'est Obama que, quand Obama est devenu président, on compte le nombre de fois qu'il est parti, qu'il est venu sur le continent africain. Et paradoxalement, celui qui n'avait pas, qui était un arbre en qui on n'espérait pas, c'était le président Bush, qui était très dur. Mais c'est sous son nez qu'il y a eu beaucoup d'accords entre les États-Unis et le continent africain, etc., etc. Donc, pour dire justement qu'il y a des exemples, il y a des contre-exemples, pour dire que peut-être le général Oligui Nguema peut changer avec le temps. Bon, on attend, on juge le maçon au pied du mur. On ne peut pas juger les gens sur les intentions. On juge les gens sur des actes. Et on entend le voir des actes. Si on ne peut pas dire qu'il y a eu des voix dissonantes au sein du gouvernement, mais on a constaté quand même dans les conclusions de ce dialogue au Gabon, les propositions ou alors parmi les conclusions, il y avait la fermeture des bases militaires par exemple en première position, des demandes ou alors des conclusions auxquelles le président Brice Oligui Nguema n'a pas répondu par un non, mais n'a pas répondu par un oui. Alors une visite comme celle-ci pourrait donner l'impression qu'il s'agit pour Oligui Nguema d'aller mettre les points sur les i avec Emmanuel Macron, mais au vu de la communication qui est faite tout autour. Oui, en fait, il y a quelque chose pour comprendre comment ça se passe. Ça veut dire, dans des conférences de ce type, il y a ce qu'on appelle des ateliers. Bon, quand c'est international, type international, là c'est national. Sur le plan international, il y a les ateliers sur lesquels les techniciens des ministères travaillent. Les techniciens des ministères travaillent, ils font leur rapport au ministre, et les ministres travaillent, comme vous voyez partout là, mais ensuite ils soumettent leur rapport au chef d'État qui a la décision. Maintenant, dans le cas d'espèce, dans le cas du Gabon, il y a des ateliers de travail. C'est-à-dire, ok, on fait une conférence, quelles sont les thématiques qu'on va aborder? On dit, ok, Bégoudé Dalva vous occupez de ceci, Emmanuel vous occupez de cela, etc., etc. On fait des ateliers un peu comme ici. Mais maintenant, ce qui s'est passé, remarquez bien que ce qui se passe, c'est que cette conclusion, cette proposition n'est pas faite par l'autorité centrale. Ce n'est pas par mais juste que, en fait, la proposition avait fuité. Or, je suis convaincu que ça, c'était une fuite volontaire de ceux qui ont travaillé dans l'atelier. Très bien. Pour que le peuple sache que voici ce que nous avons proposé. Si ce n'est pas fait après, vous vraiment, saurez... oui. Demain, ne nous demandez pas que vous n'avez jamais... Nous avons proposé, voici cela. Si le président accepte qu'il... qu'il implémente, mais s'il n'accepte pas, nous avons... Comme Ponce Pilate disait, je suis plus de votre sang. En d'autres termes, nous avons fait notre proposition à notre niveau, la décision ne nous revient plus. Donc moi je pense que cela a fuité, peut-être que ça a plu au président, peut-être que ça n'a pas plu au président, mais toujours est-il que ça a fuité. Maintenant, on pourra voir si lui, c'est que ça ne peut pas beaucoup plaire à Paris, mais on pourra voir si lui va implémenter cela. S'il implémente, ça serait une bonne chose. Ça serait une bonne chose. Parce que beaucoup d'États ont des difficultés aujourd'hui pour une présence, à cause d'une présence militaire française. Je n'ai pas besoin de revenir sur la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas besoin de revenir sur le Gabon, sur lequel on débattait il y a de cela à peine quelques jours, etc. etc. Si le président Oligui Nguema implémente cela, ce serait, moi, à mon avis, un point positif pour lui, pour son arrivée au pouvoir.
Merci. Merci docteur Delvaris Ngoudjou. Sur la question du Gabon, on va peut-être terminer avec le soutien français à ce gouvernement Brice Oligui Nguema, aujourd'hui installé au Gabon, ce depuis le 30 août 2023. Bientôt, on va tirer à 1 an d'Delvaris Ngoudjou. Est-ce qu'on peut aujourd'hui s'amuser à faire un bilan de ces relations entre le Gabon et la France depuis la prise de pouvoir du président Oligui Nguema, à quelques semaines ou alors quelques mois si vous préférez, avec le mois de juillet qui arrive, ainsi que le mois de juin, à quelques semaines de la fin de cette première année à la tête du Gabon en tant que président de la transition. Si on fait le bilan, très clairement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelque chose d'important à se mettre sous la dent? Très sincèrement, moi j'ai beaucoup plus vu les discours. Les discours, oui, c'est une continuité, On a vu des discours et des voyages à l'étranger, pas plus que cela. Et remarquez bien que la plupart des nations qui ont été visitées par le général Oligui Nguema, ce sont les nations qui sont plus ou moins les chantres de la France-Afrique, qui est la Côte d'Ivoire, qui. Maintenant, au-delà, vous avez soulevé un aspect qui est très important. C'est qu'en réalité, aujourd'hui, le Gabon se porte plus mal qu'hier. C'est-à-dire que le Gabon d'aujourd'hui, d'Oligui Nguema, est plus mal que le Gabon d'Ali Ben. Remarquez qu'une des raisons pour lesquelles Oligui Nguema va en France, c'est vrai qu'il va rencontrer le président Macron, il va assister à une conférence, je ne sais pas quoi, et tout le reste, c'est quand même qu'aujourd'hui, le Gabon a des difficultés économiques importantes. Le Gabon consacre 30% de ses revenus pour payer le service de la dette. Donc 30% de tous les revenus de l'État gabonais payent le service de la dette. Ne paye pas la dette, mais paye le service de la dette. Donc ne participe qu'à payer les intérêts de la dette, pendant que le capital reste. Nous sommes à 30%. Je suis convaincu. Vous savez, on s'endette tout le temps en Afrique. Parce que quand il va au Gabon, quand il va par exemple en France, ce n'est pas pour les beaux yeux là. Ils vont dire ok, on te prête encore de l'argent. Ils vont prêter de l'argent pour rembourser encore les intérêts de l'argent qu'on vient de les prêter avec. En termes, ça va croître. Et au moins, le Gabon va être acculé. Remarquez que le lendemain du coup d'État, par exemple, certains Gabonais pouvaient se dire que comme il y a le coup d'État, on devait chasser tous les étrangers. Ils partaient dans des marchés, il faut chasser les Gabonais, ils vont prendre des comptoirs, ils vont arracher des boutiques, etc. Pourquoi c'était cela? Mais avant, les Gabonais ne pensaient pas ça. Si un Gabonais pense à aller arracher une boutique, un comptoir, c'est réel. Parce que premièrement, l'étranger qui acquiert une boutique ou un comptoir, c'est pour. C'est pas gratuit qu'il a acquis cela. Donc il a déboursé son argent, il fait tourner une activité économique. Au Gabon, quand un Gabonais pense aller arracher cela par la force, c'est parce qu'au niveau économique, ils sont extrêmement bas. Les revenus ne permettent plus au Gabon. La vie est extrêmement chère au Gabon. Les revenus ne leur permettent plus de vivre. L'air du pétrole est en train de passer. Si vous savez, le pétrole, on pompe, ça diminue. C'est en train de diminuer. Avec les difficultés qu'ils ont eues dans tous les sens, aujourd'hui, on se rend compte que le Gabonais n'est pas mieux loti. Mais pire, ils ont encore des difficultés, non. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils rencontrent Macron, parce qu'ils ont besoin d'une perfusion, non seulement pour rembourser les dettes, mais pour continuer à fonctionner. Or, fonctionner, ça veut dire quoi? C'est comme vous et moi, c'est manger, boire, dormir. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'investisseurs, il n'y a pas d'investissement. S'il n'y a pas d'investissement, est-ce qu'on peut s'en sortir dans le futur? J'en doute beaucoup si on ne change pas la trajectoire. Merci Delvaris Ngoudjou. On va sortir par ce dernier détail. Alors au Gabon, il y a quelques semaines, on découvrait un nouveau gisement de pétrole. C'est ce qui a été annoncé par le ministère de l'économie, non, le ministère des Mines, voilà. Et il y a de cela 3 jours, on découvrait également un nouveau gisement de coltan sur le territoire gabonais. Alors, pensez-vous qu'il s'agit que le Gabon pourrait permettre à la France aujourd'hui, dans les rapports qui les unissent, d'avoir la part belle, sous prétexte d'avoir besoin d'un soutien financier pour la transition en cours? Oui, c'est pour le faire. Mais je vais vous rappeler juste pour 2 exemples. Vous savez, la deuxième économie mondiale pendant longtemps. Les 3 premières économies mondiales. L'Empire du Japon. Il n'y a aucun minerai au Japon. Le Japon même, c'est une archipel. C'est-à-dire c'est un ensemble d'îles. Dans ces conditions-là, il faut construire des ponts. L'un des pays les plus puissants en Asie du Sud-Est, c'est Singapour. Le Singapour n'a aucun minerai. Ils n'ont que de l'eau, etc., etc. Donc, vous dites pour ma part que le Gabon a eu beaucoup de richesses qu'ils ont exploitées pendant longtemps. Ça a changé quoi? Même si on a découvert les nouveaux, ça change quoi? Pas grand-chose. Je vous rappelle quand même qu'au Cameroun est un pays producteur de pétrole. Mais le pétrole coûte plus cher au Cameroun
Le pétrole coûte plus cher au Cameroun, le carburant qu'au Canada. C'est-à-dire les gars, ils ont les revenus plus élevés, nous sommes les plus pauvres, mais curieusement, chez nous, on doit payer près de... Parce qu'on paye le litre à près de 2 $. C'est extrêmement cher, ça. C'est extrêmement cher. Donc, on dit que moi, je ne peux pas voir l'impact réel de cela sur le Gabonais. Et pourquoi? Parce qu'on dit, n'oublie pas d'où tu viens, sinon tu ne sais pas où tu vas. Vous savez, quand tu travailles, les mêmes ingrédients produisent toujours les mêmes résultats. Parce que quand on a découvert le pétrole au Gabon, depuis même dans les années 60, les années 70, dans les contrats qui étaient ficelés par les Français, qu'il y ait Total à l'État gabonais, il y avait un bon, parfois il y avait les contrats, on voit, je dis, les pourcentages, parfois 80% pour Total, 10% pour l'État gabonais, 5% pour le président Ali, c'était écrit dans le contrat. C'est-à-dire qu'en réalité, les revenus, c'était pour la famille, c'est pour qu'ils sont embourgeoisés là. C'est-à-dire dans un contrat interétatique, il y a le nom de quelqu'un écrit. Il dit que moi j'ai ceci dedans. Ça faisait que la famille était extrêmement riche pendant que le Gabon était extrêmement pauvre. C'est ce qui permettait au président Ali Ben de pouvoir financer des élections partout en France. Il tenait tout le monde en France. Il avait le pouvoir de pouvoir nommer qui est ministre de la coopération, ministre de ceci ou de cela. Donc pour dire que moi je ne pense pas que la France va continuer à s'enrichir avec et du coltan et du pétrole. Je crois pas que l'impact peut être important sur le bien-être du Gabonais. Et pour ça aussi, la dernière innovation, c'était... il y a cela un peu plus d'une semaine, les Chinois sont en train de mettre, vous savez, le coltan, tout ça dans les véhicules électriques. Oui, véhicules électriques, etc., qui rentrent dans les fintech. Les Chinois ont même déjà mis en place une batterie qui va utiliser le coltan. Parce qu'en réalité, c'est les Chinois qui achètent beaucoup de coltan parce qu'on a besoin de ça dans les batteries. Mais maintenant, si vous avez une batterie qui est plus résistante, qui n'utilise pas du coltan, mais qui est 40% moins cher, ça dit que ça fait des difficultés supplémentaires. En d'autres termes, si les gens comptent sur la richesse pour vivre, ça va être extrêmement difficile. C'est de la richesse naturelle. Mais s'il y a des plus-values, s'il y a une valeur ajoutée importante, s'il y a une transformation, au Gabon, ça serait une très bonne chose. Mais s'il faut dire qu'on va exporter comme on le fait avec tous les produits ou tous les ressources naturelles qu'on découvre sur le continent africain, je doute fort que cela puisse avoir un impact important sur la vie des Gabonais. Merci Dr Delvaris Ngudjou pour votre expertise apportée dans le cadre de cette émission Regard panafricain sur la première thématique. Nous parlions de cette visite de Brice Clotaire Oligui Nguema, le général gabonais, à Paris. Sa visite démarrée depuis le 28 mai dernier, s'achèvera après sa visite, après son échange, je veux dire, avec Emmanuel Macron ensemble. Ils discuteront de questions bilatérales, c'est ce qui a été annoncé jusqu'ici. Son ministre de l'économie est également à ses côtés pour discuter sur le plan économique avec son homologue à Paris. Sur le plan sécuritaire, jusqu'ici, c'est le silence mouche. C'est le huis clos. La question est vraiment, je vais dire, elle est un peu embarrassante. La question des bases, elle est embarrassante. On reviendra sur cette visite forcément dans notre prochaine émission. À présent, sans transition, on parle de notre bilan. Après un an, il s'agit du bilan de Bola Ahmed Tinubu, arrivé au pouvoir le 29 mai 2023 après sa prestation de serment, après avoir été élu lors de l'élection de mars 2023. Celui-ci était donc porté à la tête du Nigeria, où il remplaçait Muhammadu Buhari. Lors de son accession au pouvoir, la première décision du président Bola Ahmed Tinubu, Dr Delvaris Ngudjou, était de rompre les subventions aux produits pétroliers dans son pays. Une décision qui a été assez critiquée. Par la suite, il y a eu également des restructurations dans les institutions financières. Sur le plan sécuritaire, on constate la multiplication depuis pratiquement 6 mois des kidnappings sur le territoire nigérian, des tueries également dans des écoles primaires, les marchés, les écoles secondaires. Pourquoi est-ce que le bilan de Bola Ahmed Tinubu paraît si négatif un an après? Comme on dit en économie, les faits sont têtus, les commentaires sont... Tinubu, moi je me rappelle, la première fois que je suis parti au Niger, c'est les affaires de 2013. Je vous assure, on vendait le litre du carburant à 100, l'équivalent c'est à 110 francs. Super. C'est pourquoi vous voyez les Nigériens, ils ont des véhicules, quand vous allez, que ce soit à Lagos, partout à Abuja, c'est pourquoi ils ont des véhicules un peu comme les Américains. C'est des gros moteurs, parce que ça ne consommait pas grand-chose. Pas grand-chose pour remplacer votre moteur. Parce qu'au Nigeria, une des particularités au Nigeria, c'est que ce soit à Port Harcourt, même à Lagos,
on ne boit pas l'eau qui vient du sol directement. Parce que l'eau qui vient du sol est polluée du pétrole. Il y a pétrole partout. C'est que l'état suivant, je appelle ça le pure water. Il y a les sachets d'eau. Oui, les sachets d'eau comme ici, là, on vend à l'équivalent de 10 naira. Les gens achètent plutôt cela. Parce que vous ne pouvez pas creuser un puits et boire l'eau de ce puits. Parce qu'il y a une invitation pétrolière. Ceci pour illustrer le fait que le Nigeria, c'est un très très grand pays producteur de pétrole. Le pétrole est partout. Les chiffres qu'on déclare sont même des faux chiffres, puisqu'en réalité, le système économique appliqué au Nigeria, c'est un capitalisme barbare, sauvage, mais implémenté par les services secrets britanniques, le MI6 et les Américains. En fait, c'est eux qui font tout là-bas. Même les groupes armés là, ils contrôlent beaucoup. Ça permet de faire la pression sur eux, le gouvernement, et d'avoir les bonnes retombées dans les négociations pour les contrats. Quand je prends ces exemples, parlons de la profusion des nappes pétrolières au Nigeria, c'est pour dire qu'on ne pouvait pas avoir ce type de problème dans un pays où le pétrole est si répandu comme ce que je dis là. Quand Tinubu vient, dans tous les pays sérieux, même ici au Cameroun, vous savez les difficultés qu'on a eues. Le pétrole monte à 800% de francs parce que l'État a enlevé les subventions. En France, comme dans tous ces pays-là, même aux États-Unis, l'État apporte les subventions. Mais quand il arrive, la première décision, c'est d'enlever les subventions. Or, n'oublions pas que, de manière abyssale, c'est établi. Tout ce qu'on voit en matière de richesse, tout ce qu'on voit en matière de valeur ajoutée, ce n'est que l'énergie, en économie on dit l'énergie plus la matière première. Il faut seulement transformer la matière première. Que si vous prenez la terre, si vous prenez du sable ici, là, vous prenez une pelle, vous creusez, vous faites, je sais pas quoi, vous mettez de l'énergie, c'est de l'énergie physique que vous mettez, vous transformez ce sable avec du ciment, vous posez un parpaing. Le parpaing devient plus cher que le sable que vous vendrez. Le sable, je ne sais pas quoi, on vend ça à un camion à 75-80 000. Mais si vous faites des parpaings, vous commencez à vendre un seul parpaing à 400 francs. Donc si vous faites l'équivalent de ce que vous pouvez vendre, l'équivalent d'un camion de sable à presque 500 000 francs, si ça se transforme en parpaing. Mais tout cela parce que vous avez mélangé de l'énergie à la matière première. En d'autres termes, l'énergie qui est au Nigeria, les subventions que vous donnez pour le pétrole, ça donne de l'énergie à bon marché. Quand on utilise cette énergie avec la force du travail, ça donne une valeur extrêmement importante. C'est en réalité ce qui a fait la force de l'Allemagne. C'est ce qui a fait que l'Allemagne, même quand l'Allemagne est sortie, je vais dire démembrée dès la Deuxième Guerre mondiale, vous savez, ils n'ont pas d'armée, ils n'ont rien. C'était après le tribunal de Nuremberg. Mais l'Allemagne a maintenu la tête haute. L'Allemagne était la première économie en Europe parce que l'Allemagne avait accès à l'énergie bon marché de la Fédération de Russie, notamment du gaz. C'est pourquoi les Américains ont tout fait de casser cela. C'est pourquoi les entreprises comme Benz et tout le reste quittent l'Allemagne pour aller ailleurs. Parce que l'énergie devient chère. Quand l'énergie devient chère, les entreprises commencent à fermer les portes. Quand les entreprises ferment les portes, ils envoient les gens au chômage, ils vont être des criminels de demain. Mais au-delà, c'est que ces entreprises payaient des impôts. Maintenant, quand ils ne paient plus les impôts, l'État est en difficulté énorme. Ça, c'est les conséquences des décisions de Tinubu. Quand vous enlevez les subventions, tout devient cher sur le marché. Rappelez-vous, vous savez, quand lui il prend le pouvoir, le Niger est la première économie africaine. Vous savez que c'est la première économie africaine, directement. Dégringolé. Aujourd'hui, on a, enfin selon les classements, aujourd'hui, Afrique du Sud et Algérie, on porte la première et la deuxième place. Le Nigeria se retrouve à la 4e place, pratiquement. En train d'être un peu ex-aequo avec l'Égypte. Alors que c'est la première économie. Et ça traduit exactement ce que je dis. Il y a cela quelques années, par exemple, quand on partait au Nigeria, quand vous veniez au Cameroun avec Minara, c'était à peu près l'équivalent de 3 000 francs. Oui. Actuellement, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Quand vous quittez du Nigeria avec Minara, vous venez au Cameroun, vous donnez environ 300 francs. C'est exactement dans le sens inverse, parce que la monnaie a perdu de toute sa valeur. C'est pourquoi vous voyez ces gars, ils sont contents d'avoir. Parce qu'en réalité, leur monnaie a perdu beaucoup de valeur. Si dans des pays sérieux, rappelez-vous que pour lutter par exemple contre l'inflation, le Niger a décidé de changer les billets de banque. Aujourd'hui, n'ont pas satisfait la demande à billets de banque sur le marché. C'est pas sérieux. Or, quand vous fuyez dans le passé de Tinubu, vous vous rendez compte que c'est un art. Il a toujours été agent pour la CIA. Parce que c'est le faiseur de roi. En tant que gouverneur de Lagos, c'était lui le faiseur de roi. Pardon? Oui. Et aujourd'hui, celui-ci avait rappelé lors de sa dernière, lors de l'élection, avant que les résultats ne soient publiés, que c'est son tour aujourd'hui de manger à la tête du pouvoir. Oui,
Vous savez quand même, Lagos, c'est une très grande ville, 25 millions d'habitants, c'est un pays dans le pays. Quand vous dirigez Lagos, vous pouvez diriger partout. Et avec, vous savez, je ne sais pas si c'est vrai, il est accusé de narcotrafic, je ne sais pas si c'est vrai. Même les services des Néerlandais, tout le monde le dit, parce qu'à New York, c'est pas quoi. Mais toujours est-il qu'il a un lien avec ça. La preuve en est, quand on regarde seulement, quand il vient, quand il prend par exemple la présidence de la CEDEAO, c'était les gars qui apprêtaient les troupes pour aller tuer les Nigériens. Alors que quand les Nigériens avaient besoin des hommes pour lutter contre le terrorisme, ils n'étaient pas là. Mais quand il faut venir aller les tuer, n'oublions pas que dans cela, parce qu'il faut voir comment ça se passe. Parce que le Nigeria a 36 États. C'est une fédération. Ils ont 36 États et chaque État a un démembrement. Il y a la police fédérale, exactement comme aux États-Unis, mais aussi la police locale, etc., etc. Donc le gouverneur là-bas a beaucoup de pouvoir. Mais il n'avait jamais suggéré. Et les gouverneurs au pouvoir, ils peuvent même suggérer que l'on puisse envoyer des troupes à l'étranger pour soutenir une ou deux nations. Les gens n'avaient jamais fait ça. Soutinoubou n'avait jamais fait ça. Mais quand il a fallu prendre la décision pour envoyer des troupes contre les nations sœurs, voisines du Nigeria, il était prêt. Mais pire, c'est qu'aucun pays, quand vous allez à Kogi State, dans le nord du Nigeria, Kogi State, de l'autre côté du fleuve, on appelle ça, le Nigeria tire son nom d'un fleuve qu'on appelle Niger River, le fleuve Niger. C'est le fleuve Niger qui sépare le Nigeria du Niger. Et quand vous êtes de ce côté du Nigeria, à Kogi State, à Lokoja, de l'autre côté, vous voyez les Nigériens. Et vice-versa, c'est les mêmes familles qui sont pratiquement sur deux côtés du fleuve. Bon, du fait de ces liens séculaires, les dispositions avaient été prises pour que le Nigeria exporte de l'énergie au Niger. Ce n'était pas gratuit. Et aucun chef d'État n'avait un jour songé qu'on pouvait arrêter cela. Les Nigériens, ce sont nos frères. Est-ce qu'on peut faire ce type de choses? Mais quand il vient, il suspend cela. La décision en tout cas avait été prise par le président Bola Ahmed Tinubu, que ce soit l'envoi des troupes de la CEDEAO sur le territoire nigérien pour un retour immédiat de Mohamed Bazoum renversé le 26 juillet 2023, mais aussi la rupture justement de cet approvisionnement en électricité vers le Niger. Après la prise de pouvoir du président Bola Ahmed Tinubu, des bruits de bottes avaient été signalés au Nigeria, et ce à plusieurs reprises. Est-ce qu'on peut dire que c'est le bilan d'un président contesté, dont les décisions restent controversées aujourd'hui? Moi je pense que c'est le bilan d'un président fatigué qui est dans un monde dépassé, que le monde, dans tous les cas, il dort dans tous les sommets. La réponse de mon père du président Biya, mais on se rend compte que le président Biya, vraiment, il est 500 fois. Lui dort dans tous les sommets. Et il faut, vous savez que jusqu'à récemment, ça ne fait pas longtemps, le gaz russe passait toujours en Ukraine et pas en Europe. Ça passe toujours là. Vous savez actuellement, une bonne partie des centrales nucléaires américaines utilisent le combustible qui est le combustible nucléaire qui vient de Russie. Et donc même pendant la guerre, on fait des affaires. Vous savez, un des premiers partenaires commerciaux de Taïwan, c'est la Chine continentale, etc., etc. L'autre jour, cette semaine, le président Xi Jinping a organisé un sommet tripartite entre la Corée et le Japon. Parce que malgré les conflits, vraiment on continue à faire les affaires, etc., etc. Mais lui, c'est l'un des rares présidents dans le monde entier qui, pendant un conflit, dit que je te vends, alors que il ne te donne pas gratuit. Et les revenus que le Niger versait, ça ce n'est qu'un exemple, je ne sais pas. Les revenus que le Niger versait au Nigeria, c'est suspendu. Vous allez simplifier, mais c'est l'ensemble des gouttes d'eau qui font la mer. Et vous allez simplifier une d'eau, 1 milliard de gouttes d'eau, et ensuite la mer peut tarir, etc., etc. Prenez un exemple très simple, pour sortir peut-être sur cette question. Quand Tinubu vient, figurez-vous qu'ils ont un très grand opérateur économique en la personne de Dangote, qui constitue l'une des plus grandes raffineries, qui aujourd'hui produit du pétrole, raffine beaucoup de pétrole. Mais ce pétrole-là ne parvient pas à satisfaire le marché, etc., etc. Alors que les prédécesseurs ne bénéficiaient pas de tous ces avantages. Le Nigeria n'est pas très différent du Cameroun. Avant que Dangote ne fasse cette raffinerie, le Nigeria est le premier pays exportateur du pétrole sur le continent africain, important encore le pétrole pour sa consommation locale, etc., etc. Je veux dire, quand on est dans un contexte comme celui-ci, avec ce type de personnes à la tête du Nigeria, vraiment on ne peut pas être surpris d'avoir ce type de bilan. C'est même, vous avez bien fait de souligner, même récemment encore, il y a tous les rumeurs qui courent que s'il ne fait pas attention, on pourra faire un coup d'État contre lui. Parce que les Nigérians sont extrêmement fâchés, extrêmement fâchés.
on a comme impression qu'il se préoccupe beaucoup plus des affaires de la CEDEAO, notamment attaquer notre nation, que de ce qui concerne le Nigeria également. Ce qui concerne le Nigeria, ça ne fait pas longtemps, je crois qu'ils ont ouvert une frontière terrestre avec le Bénin, parce que déjà, ils commençaient beaucoup avec le Bénin. Vraiment, si on peut faire un réel commerce, il faut fermer les frontières. Même si vous fermez, même dans le cas du Niger, le Niger avait fermé la frontière avec le Bénin, mais la frontière terrestre, les gens pouvaient se déplacer, c'est les mêmes familles, etc., etc. Donc moi je vais dire, quand vous prenez les ingrédients pour faire le mbongo, si vous ne pouvez pas prendre les mêmes ingrédients, vous espérez que ça va donner le contraire. On aura toujours le mbongo. En d'autres termes, l'ensemble des ingrédients que le président Tinubu utilise pour diriger au Nigeria actuellement est en train de contribuer au résultat qu'on est en train de voir. Donc pour ma part, le bilan vraiment, une seule chose positive, même le football, le Nigeria était quand même bien. Mais ces derniers temps, ils sont pas beaucoup en sortie. C'est aussi la faute du président nigérian aussi. Sinon, on dit en réalité, il y a des gens qui ont un mauvais aura. C'est-à-dire, donc vraiment, même seul, il peut tomber, il peut se blesser. C'est-à-dire, tout commence à devenir morose. Il y a des gens comme ça. Vous avez la personne, tout change. Il y a des parents qui rentrent à la maison, tout le monde disparaît dans la chambre. Alors qu'il n'a rien fait de mal. C'est que juste son regard. Il veut même pas, j'ai fait quoi non. Il regarde la télé seul au salon, les enfants. Et quand il part, les enfants reviennent, etc., etc. Donc moi je dis pas que c'est lui, il n'est pas footballeur, mais toujours est-il qu'on constate, nous on constate juste les faits. Merci docteur Dalvaris Sungudju. Le président Bola Ahmed Tinubu a épuisé un an le 29 mai 2024. Voilà, à la tête du pouvoir au Nigeria, un pouvoir qui avait été laissé par Muhammadu Buhari. Est-ce qu'aujourd'hui, en comparant les deux règnes en un an seulement, on peut sans embâche dire que le règne de Muhammadu Buhari ne laissait pas songeur, mais laissait en sécurité. C'est vrai, on se souvient qu'il y a eu de l'insécurité au Nigeria, mais à une bonne période, on a aussi constaté que ce terrorisme, ces rapts, s'était arrêté et subitement, on a ce regain d'insécurité sur le territoire nigérien. Est-ce qu'il faut penser que Muhammadu Buhari avait quand même fait un travail salutaire au Nigeria? Faut-il penser qu'aujourd'hui Bola Ahmed Tinubu lui aussi est sur le coup de quelques menaces au vu de la situation à la CEDEAO qui n'a pas du tout marché envers le Niger? En réalité, Buhari c'est un général. Oui. Il a de le meilleur de lui, mais si vous regardez sa manière de diriger, il était extrêmement mauvais. Vous savez, Buhari est venu au Cameroun, de reprise, et remarquez bien que pendant son règne, le colon a tout fait pour intensifier les forces de Boko Haram. Rappelez-vous que c'est pendant son règne que nous connaissons ce qui se passait avec le chef terroriste de Boko Haram. Et à plusieurs reprises quand même, le président Buhari avait axé la coopération sous-régionale. Ça avait une coopération accrue entre les services nigérians, camerounais, tchadiens et même nigériens, de mettre très très sérieuses et avec du résultat. Je n'ai pas besoin de souligner, vous savez, par rapport à une crise interne au Cameroun, les séparatistes avaient été arrêtés à Abuja, oui, au secrétaire, et c'est pas loin de la direction du renseignement militaire, et ça ne peut pas, les forces spéciales camerounaises ne pourraient pas atterrir là-bas et partir arrêter les gars là-bas sans une coopération du renseignement militaire nigérien. Je veux dire, il y a une certaine coopération qu'on ne peut pas cracher dessus. Et même tout à l'heure, quand je parlais de la raffinerie, n'oublions pas qu'en réalité, Tinubu bénéficie des bienfaits de la raffinerie qui ont un impact négatif, mais n'oublions pas qu'en réalité, c'est Buhari qui a participé à mettre cette raffinerie en place. Oui, c'est son règne. C'est la raison pour laquelle, avant qu'il ne parte, il avait tenu lui-même à inaugurer cette raffinerie de Dangote avant de partir. C'était la première au Nigeria de cette taille, de cette technologie-là. Donc je veux dire, on ne peut pas dire que tout était rose, mais il y avait quand même, dans tous les cas, c'était moins pire. Aujourd'hui au Nigeria, même vous savez, à l'époque, de plus en plus de Camerounais partaient au Nigeria à acheter. Mais maintenant, c'est extrêmement difficile. Exact, il y a des récessions. Et au-delà de tout, il y avait un effort particulier qui avait été fait pour maîtriser ici dans le Cross River, là, le Niger Delta, ici là. Mais jusqu'à présent, depuis que Tinubu est là, je comprends aussi, et l'âge aussi, c'est un facteur qu'on ne peut pas négliger. Il est assez fatigué quand même. Il est assez fatigué, alors que de l'autre côté, on avait affaire à un chef d'État qui était d'abord un militaire, etc., etc. Donc tout ce que je peux dire, c'est que en un an, c'est très difficile de faire le bilan, mais pour la partie que nous voyons déjà,
pour cette partie visible de l'iceberg, vraiment ce n'est pas extrêmement réjouissant pour le président Tinubu. Et peut-être pour sortir de cette question d'Alvarez Ngudjo, peut-on dire que Bola Ahmed Tinubu ne bénéficie pas du tout du soutien de l'armée? Pas totalement? Oui, puisque un chef militaire doit pouvoir être un digne chef militaire. Est-ce que vous voyez Tinubu là, il a l'air d'un militaire sérieux. Est-ce qu'il peut donner un ordre sérieux? Il ne peut pas, ça va. Il ne peut pas. C'est des facteurs qu'on ne néglige pas. Hein. Oui, vous savez, quand vous êtes militaire sac à dos d'un pays au Nigeria où l'armée est pratiquement omniprésente, quand un civil vient vous donner un ordre, vous ne réfléchissez pas deux fois. Oui, mais quand un gars comme Babangida, il était général. Quand un gars comme Sani Abacha, il était général. Quand un gars comme Bois, il était général. Quand un gars comme Abdou Salami Aboubakar, il était général. Ça veut dire, on dit c'est les compagnons qui se comprennent. Mais vous ne pouvez pas venir diriger les gars parce que vous avez même du mal à vous déplacer de manière sérieuse. Même par là, on peut gérer un pouvoir civil. Mais vous ne prenez pas les enfants des gens, vous les mettez les sacs à dos, vous les dites d'aller combattre, d'aller tuer d'autres Africains. Alors que dans votre propre pays, il y a des problèmes de sécurité importants. N'oublions pas qu'aujourd'hui, là, vous savez, je crois que c'est en Irlande, il y a un gouvernement biafrain qui est établi en Irlande, qui est soutenu par le gouvernement néerlandais. Ça veut dire que la guerre du Biafra est en train de prendre une autre ampleur sur le plan international, etc., etc. Dans un contexte comme celui-ci, est-ce que votre priorité, c'est aller tuer les voisins qui vous ont rien demandé, ou alors c'est d'essayer de sécuriser l'intérieur de votre pays? Je crois que la priorité, c'est plutôt l'intérieur de votre pays. Dans un contexte comme celui-là, moi, je pense qu'il peut facilement ne pas être aimé. Parce qu'en fait, vous savez, les militaires, beaucoup de militaires, c'est ce qui fait beaucoup de militaires ne supportent pas quand ils sont des amateurs en face d'eux. C'est une des raisons pour lesquelles le cointre démissionne en France. Quand il est chez l'état-major, quand il fait sa proposition pour le livre blanc, et que Macron, il dit il ne peut pas accepter. Et vous savez, il y avait des échauffourées. Le cas de fois à l'Élysée, et Macron lui dit je suis votre chef. Je suis votre chef, vous devez m'obéir. Mais le cointre comprend, il ne peut pas obéir à un gamin de 37 ans qui ne sait pas tirer c'est pas quoi, un AK-47. Il dit je démissionne. Et beaucoup de militaires sont comme ça. Les militaires qui ont l'honneur sont comme ça. Ils se retirent. Remarquez par exemple, remarquez que dernièrement, quand on a nommé le nouveau ministre Borisov au ministre russe de la Défense, il y a beaucoup de généraux qu'on a arrêtés. Il y a des gens qui vont dire ils vont partir. Le général Igor Konachenkov, c'est le général de brigade chef, le porte-parole de l'armée. Il dit qu'il va pas. Pour eux, ils se sentent plus facile de travailler avec un gars comme Sergei Shoigu, parce qu'il est général, il comprend le langage militaire. Mais quand vous mettez, moi je dis ça, hein, mais quand vous mettez un civil pour un militaire, ils ont du mal. Ils ont du mal. Même ici chez nous, c'est ça. J'ai des amis quelque part qui habitent avec moi là. Ils ont du mal, ils disent que non, oui, ils considèrent les policiers comme des civils. Pour eux, c'est ça en fait. Mais quand un militaire lui parle, il dit, moi, lui au moins, quelqu'un m'avait dit que non, lui, très bien, oui, il sait ce que je vis. Moi, j'étais au Nozo, il sait ce que ma femme vit quand je ne suis pas là. Il sait ce que mes enfants travaillent. Donc lui, là, quand il me parle, je comprends d'une certaine manière. Oui, il est dans des bureaux climatisés, mais il ne mesure pas l'ampleur de la souffrance que tu as sur le terrain. Il ne mesure pas le poids d'un paracétamol. Quand vous êtes au front, que ce soit au Nozo, que ce soit, je ne sais pas quoi, à Mora, le paracétamol a son rôle, la nivaquine a son rôle. Parce que vous avez le palu dans la forêt, si vous n'avez pas ça, vous mourrez. Pour vous, c'est rien en vie, un paracétamol, mais pour lui, il a besoin de cela. Et il a besoin de cela non seulement pour tenir pour lui-même, mais pour tenir pour son épouse qui est en ville, pour tenir pour ses enfants, sinon il rentrera dans un cercueil. Mais quand il a en face de lui un civil qui ne connaît pas cela, et il se pose des questions par deux fois pour exécuter parfois certains ordres. Alors, est-ce à dire qu'il fallait forcément un chef d'État militaire au Nigeria? C'est vrai que le Nigeria, on a eu quand même des chefs d'État militaires. Voilà. On ne va pas oublier l'un des plus anciens d'ailleurs qui était parmi les présidents fondateurs de la CEDEAO, celui qui a tenu à rappeler le Mali, le Niger, le Burkina Faso à revenir sur leurs décisions par exemple. En tout cas, merci à vous d'Alvarez Ngudjo. On refaisait le bilan de Bola Ahmed Tinubu après un an exactement d'évaluation de la monnaie. On n'a pas parlé de cette inflation qui aujourd'hui est à plus de 33% sur le territoire nigérian. En tout cas, c'est un bilan qui vous semble assez négatif. Bola Ahmed Tinubu devrait donc peut-être se réveiller ou s'accompagner de meilleures personnes. On critique les chefs d'État, mais il y a aussi ceux qui sont autour. Oui, effectivement. Mais vous savez, comme on dit chez nous, vous couchez la main, vous avez fait votre lit. C'est vous qui choisissez vos collaborateurs. C'est-à-dire, personne ne vient s'obliger à dire, il ne t'oblige pas à dire que prends-moi dans ton cabinet. C'est vous qui avez choisi. Et quand vous choisissez le travail, ce que vous avez choisi. Vous savez pas longtemps, vous avez arrêté une dame au Nigeria avec une tonne de millions d'euros dans ça. C'est pas le thème ministre des Affaires sociales. Hein.
Mais c'est comme ça au Nigeria. Donc les mallettes d'argent, c'est les gars que vous avez choisi pour travailler eux. Donc assumez dans le bilan. Merci. Merci Davaris Ngoudjou, économiste et géostratège, d'être passé par ici dans cette émission. Voilà. On vous remercie. On était en direct du Salon international de l'audiovisuel au Cameroun, à Douala Makepe, particulièrement au Parcours Vita. On dit merci à ceux qui nous ont regardés et écoutés à travers nos plateformes internet, sans oublier notre fréquence à 96.3 FM. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous, très chers téléspectateurs et téléauditeurs. La suite sur For You Media Africa. Au revoir Abuja.